Pour changer, c'est Otaku Satakusia, The Vault of Horror. Minasan konnichiwa, perfectium des. Dans une précédente émission, je vous ai parlé de Tales from the Crypt, un film à sketch britannique adapté d'histoires publiées dans les célèbres anthologies horrifiques publiées par EC Comics dans les années 50. Et comme je vous l'avais dit à l'époque, le même studio avait produit un deuxième film à sketch adapté des mêmes comics, Vault of Horror, qui était le titre d'un autre magazine publié par EC Comics, mais curieusement, ce film n'adapte aucune histoire parue dans cette revue. Ce film est-il à la hauteur du précédent? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! Après un establishing shot qui nous fait bien comprendre que l'action ne se passe pas à Istanbul, nous voyons 5 personnes montées dans un ascenseur qui, au lieu de les conduire au rez-de-chaussée comme demandé, les emmène au sous-sol où ils découvrent une sorte de club dont ils ignoraient l'existence. C'est alors que la porte de l'ascenseur se referme derrière eux et qu'ils découvrent qu'il n'y a aucune issue à la pièce. Pas grave, se disent-ils, quelqu'un finira bien par venir, alors autant prendre notre mal en patience. La conversation dérive rapidement sur les rêves et ils décident de passer le temps en se racontant leurs pires cauchemars récurrents. Chacun sa façon de se changer les idées. Le premier raconte comment, dans son rêve, il fait appel à un détective privé pour retrouver sa sœur avant de le tuer. Tout ça parce qu'il voulait pas lui régler ses honoraires. This guy's not only dangerous, he is greedy. Il se rend ensuite dans la ville où elle se trouve, et où règne une étrange ambiance, tous les habitants semblant terrifiés par la nuit. Il révèle alors à sa sœur qu'il la recherche pour lui annoncer que leur père est décédé et qu'elle est son unique héritière, du moins tant qu'elle est encore en vie. Ah mais quand je vous dis qu'il est radin, hein, radin et surtout con, parce que je vous rappelle que des tas de gens l'ont vu près de la maison, qu'il a mis ses empreintes un peu partout, y compris sur l'arme du crime, et que pour finir, il part casser la croûte dans le resto d'en face. Avez-vous déjà vu un crime pas parfait du tout? Maintenant, oui. Il trouve que la nourriture qu'on lui sert a un goût un peu bizarre, mais ce n'est que quand le serveur lui demande quelle cuisson il veut pour ses caillots, qu'il réalise enfin ce qu'il est en train d'avaler. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre leur soupe et des caillots saignants? Bon, je pense qu'à ce stade, vous avez tous compris qui sont les clients du resto. Pas mal le trucage du miroir d'ailleurs, surtout à l'ère prénumérique. Et devinez qui vient joindre à la fête car elle était une vampire aussi? Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. On avait d'ailleurs eu un petit indice auparavant. En effet, quand il arrive dans la ville et qu'il sonne à la porte de sa maison en plein jour, personne ne lui répond. Comme on le voit ensuite se rendre une première fois dans le restaurant où on le refoule parce que la nuit va bientôt tomber et qu'il retourne donc sonner chez sa sœur qui cette fois lui ouvre, on pouvait au départ supposer qu'elle était absente et était revenue entre-temps, alors qu'en réalité, si elle ne lui avait pas ouvert, c'est parce que les vampires dorment pendant la journée. Et notre infortuné meurtrier finit en gyroboab pendant que les convives viennent boire un coup à tour de rôle. Ce premier sketch adapte fidèlement le récit d'origine tout en y apportant quelques modifications. Déjà, afin que le sort final du héros soit mérité, on en fait un meurtrier, même si c'est le meurtrier le plus lourd du monde, alors que dans la version comics, c'était un type sympa qui venait rendre une petite visite à sa sœur et qui, pour son malheur, se retrouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Autre différence avec la version comics, dans celle-ci on sait pratiquement dès le début qu'il y a des vampires en ville, alors que là, jusqu'à la révélation finale, les dialogues restent vagues à ce sujet. Because of them. Them? There have been 17 cases so far. Bodies found with every drop of blood drained out of them. Et sans l'interprétation et l'imagination du spectateur, même si on se doute qu'ils ont pas affaire à des sauterelles. Ah oui, pour la petite histoire, les deux acteurs sont frères et sœurs à la ville comme à l'écran. On espère que leur relation était plus amicale IRL. Pour finir, signalons qu'EC Comics s'était amusé à recycler le concept dans une autre histoire, où cette fois, un cimetière servait de couverture à un restaurant pour ghouls, des monstres qui se nourrissent de cadavres humains. Et assez facétieusement, une des ghouls expliquait qu'ils avaient eu l'idée, justement en lisant l'histoire du restaurant pour vampires. Le second raconte que dans son rêve, il est un maniaque de l'ordre et de la propreté, récemment marié, et qui enguirlande son épouse chaque fois qu'elle a le malheur de déplacer des meubles ou des objets, ou oublie de marquer chaque ingrédient qu'elle utilise dans le garde-manger. Un jour, alors qu'elle s'efforce de tout ranger avant son retour, mais que chaque action pour réparer une de ses bêtises en cause une autre, sa panique s'intensifie à mesure qu'approche l'heure du retour de son conjoint, et en voulant emprunter un clou et un marteau pour refixer un tableau, elle dévaste son précieux atelier bricolage.
Can't you do anything neatly? Can't you do anything neatly? Oh la tronche de dingue! Et pour prouver à son mari qu'elle est capable d'être ordonnée quand elle veut, elle range chacun de ses organes dans des bocaux soigneusement étiquetés. Faute d'un clou, elle perdit la tête. Cette fois encore, on a une adaptation réussie et fidèle du tout premier récit publié dans Shock Suspense Stories, une anthologie un peu fourre-tout où ici Comics publiait des récits policiers, des récits d'horreur, des récits de science-fiction et surtout des récits sociaux qui fustigeaient les travers de la société américaine, que ce soit la paranoïa anticommuniste, le racisme ou les bavures policières. Une bavure? Je croyais pourtant qu'on était protégé contre ce genre de truc. Remplacez la paranoïa anticommuniste par l'islamophobie et vous constaterez que ces récits n'ont hélas rien perdu de leur actualité. Même si on ressent bien la détresse psychologique de l'héroïne jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer, le sketch a un ton plus humoristique que le récit d'origine, avec les manies ridicules du mari, et aussi toute la partie enchaînement de catastrophes, qui était absent du récit d'origine, où on avait juste un tableau qui tombait tout seul. La musique renforce d'ailleurs le côté comique de la scène. Le héros est un peu ambivalent, car même si ses manies font de lui un véritable tyran domestique, il y a des scènes qui montrent qu'il est malgré tout attentionné envers son épouse. La fin est cependant moins gore dans le récit d'origine. Il faut dire aussi que le dessinateur Jack Kamen était connu pour ne pas être à l'aise avec le sanguinolent, au point d'être le héros d'un récit autoparodique où ses éditeurs désespéraient de lui faire dessiner des trucs horribles. Pour la petite histoire, son fils Dean est un inventeur prolifique à qui on doit, entre autres, le Segway et la première pompe à insuline portable. Étonnant, non? Le héros du troisième récit est un illusionniste visitant l'Inde en compagnie de sa femme, à la recherche d'idées de nouveaux tours à exécuter, et il en profite pour humilier un confrère en révélant publiquement ses trucs. Il fait ensuite la rencontre d'une flûtiste qui utilise sa musique pour faire dresser une corde avant d'y grimper. Partant du principe que si même lui n'arrive pas à trouver le truc, personne n'y parviendra, il la supplie de lui vendre son tour, mais celle-ci refuse car la corde appartient à sa famille depuis plusieurs générations. Prétendant que son épouse est souffrante et ne peut pas quitter sa chambre d'hôtel, il convainc la magicienne de venir y faire son tour et la tue. Il ne parvient toujours pas à trouver le truc, avant de découvrir que la musique fait réellement se dresser la corde. Son épouse grimpe ensuite au sommet et... Alors, contrairement au récit précédent, alors que les deux étaient dessinés par Jack Kamen, cette fois c'est le sketch qui est moins gore que la version comics. Là, on a juste une tache de sang qui apparaît au plafond, alors que dans la BD, voilà quoi. La corde attaque ensuite le mari, et le film se termine sur la magicienne revenue à la vie et jouant sa mélodie pendant que son meurtrier reste pendu à sa corde. Pas grand chose à dire sur ce sketch, c'est un récit de vengeance surnaturelle assez classique. Le rêve du quatrième débute alors qu'il se réveille, cette phrase n'a aucun sens, dans une tombe. J'en sais rien, mais éteins ton allumette, tu gaspilles de l'air, du con. Un flashback nous fait comprendre qu'il s'agit d'une arnaque à l'assurance montée par un écrivain. Le plan est simple, il se fait passer pour mort à l'aide d'une drogue, son complice touche l'assurance, puis le déterre et il partage le fric. And once you've collected the insurance money, friend Alex, I shan't need you anymore. Mais ils sont tous radins dans ce film, ma parole! La preuve, son complice, lui, a l'intention de se barrer avec le pognon sans le déterrer. Si on peut même plus avoir confiance envers les types qu'on veut trahir maintenant... What is the world coming to? Petit clin d'œil à la BD d'origine, il s'agit de la couverture de Tales from the Crypt 23, et ça aurait fait une bonne blague méta si le sketch était adapté d'un récit publié dans ce numéro, mais ce n'est pas le cas. Par contre, un des récits est adapté dans le film précédent. Film précédent dont ils font la pub, d'ailleurs. Comme l'action se passe en Angleterre, c'est sa logeuse qui découvre son corps. Et si on le attire ses deux autres locataires... Bon, rassurez-vous, c'est pas des cousins aux deux boulets de Léona, c'est deux étudiants en médecine, prénommés Tom et Jerry, ça ne s'invente pas, joués par deux acteurs d'une série médicale à succès de l'époque, et qui ont justement besoin d'un cadavre pour réviser leur cours d'anatomie. Ils engagent donc quelqu'un pour le déterrer. What do you want his body for? We're ghouls. Ah bah dans ce cas, pour le resto des ghouls, c'est le cimetière d'à côté. Giving out. Alors éteins ton allumette, du con!
En découvrant le macabre et bien vivant, les deux étudiants détalent et déboulent devant la voiture de son complice qui passait à ce moment-là. Ben voilà, vous l'avez votre cadavre. Par contre, dépêchez-vous parce que un tas de charbon, c'est pas pratique pour réviser l'anatomie. You can give me the money now. It's all yours. Sorry about the head. Et en plus, vous en avez deux pour le prix d'un. Un chacun, c'est tout bénef. Ce sketch, qui est le plus court du film, est une adaptation fidèle à l'intrigue bien ficelée, où on se demande jusqu'au bout où tout ça va se terminer, et qui bénéficie de quelques gags slapstick. Throw it that way. Oh. Il y en avait aussi un dans la BD d'origine, d'ailleurs. Pas vraiment étonnant, le dessinateur Jack Davis aimait bien mettre de l'humour cartoonesque dans ses histoires. D'ailleurs, comme dans le deuxième sketch, la musique contribue à l'aspect cartoonesque de certains passages. On en arrive au dernier cauchemar, dont le narrateur est un artiste peintre ruiné, et si sa tête vous dit quelque chose, c'est normal, imaginez-le sans sa barbe, mais avec une écharpe. Eh oui, c'est Tom Baker, l'interprète du 4e Docteur. Dans son rêve, il s'est exilé à Haïti après avoir vendu ses toiles pour une bouchée de pain, acheteurs et critiques lui ont affirmé qu'elles ne valaient rien, mais un jour, il croise un vieil ami qui lui révèle qu'en réalité, ses acheteurs vendent ses toiles à prix d'or grâce aux louanges du même critique qui lui avait assuré qu'elles étaient sans valeur. Comprenant qu'on l'a arnaqué, il fait appel à un sorcier vaudou pour se venger, lequel lui demande juste de tremper sa main dans une marmite, avant de lui donner congé. Il pense d'abord s'être fait rouler, ce dont il commence à avoir l'habitude à force, avant de découvrir que tout ce qui arrive à ceux qu'il dessine désormais arrive également aux objets et personnes représentés. Seul inconvénient, il s'en rend compte après avoir bossé sur son autoportrait. Oups. Son ami accepte de lui avancer de l'argent pour lui permettre de retourner à Londres, récupérer son ancien studio et acheter un coffre-fort pour préserver son portrait. Et son propriétaire étant plus sympathique que dans le comics d'origine, il n'a pas droit à une punition pour l'avoir expulsé. Les autres ont beaucoup moins de chance. La première victime de sa vengeance, c'est le critique, à qui sa femme balance du mercurochrome, de l'acide, à la figure. Faut dire que son excuse pour l'avoir trompé... Look, darling, it doesn't mean I don't love you. You're my wife, but we're living in the 20th century now. Voilà quoi. Hashtag balance de l'acide sur ton corps. Sa deuxième victime est le marchand d'art, victime d'un accident de massicot. Et s'il n'avait pas le temps de s'occuper du deuxième dans la BD, ici, il provoque son suicide. Et malheureusement, comme avec le premier récit, c'est un ajout qui pose des soucis de logique. Oui, si vous vous en souvenez, dans le premier récit, il faisait du héros un meurtrier, mais un meurtrier qui laisse tous les indices possibles et imaginables pour qu'on monte jusqu'à lui. Et ici, c'est pareil. Pourquoi il va voir le type au lieu de le tuer à distance comme les deux autres? Pourquoi laisse-t-il sa montre sur le bureau, histoire de justifier qu'il y revienne ensuite? Pourquoi sa victime perd le contrôle de sa main alors que les précédentes étaient victimes de circonstances extérieures? Toujours est-il qu'il est obligé de rentrer chez lui en catastrophe, car mettre le tableau en sécurité dans un coffre-fort était une fausse bonne idée, puisque comme ça, contrairement à ceux qui l'ont arnaqué, il manque d'air. Après avoir sorti le tableau, je respire. Il part rechercher sa montre, et là aussi ça coince. La scène donne l'impression qu'il veut la récupérer pour éviter qu'on remonte jusqu'à lui, ce qui n'aurait pas été un problème s'il l'avait tué à distance comme les deux autres. Mais comme il a aussi laissé son tableau et que la secrétaire de sa victime l'a vu... Et malheureusement pour lui, c'est à ce moment qu'un peintre publicitaire fait tomber son dissolvant sur son portrait. Et là, normalement, il devrait se relever avec la tête de Peter Davison. C'est dommage qu'il y ait quelques soucis de logique apportés par les ajouts au récit d'origine, car ce sketch, qui est le plus long du film, est aussi le plus réussi. On se demande à chaque fois quelle va être la punition de ceux qui ont arnaqué le héros, et comment ce qu'il fait subir à leur portrait va se répercuter dans la vie réelle. Le sketch prenant même parfois des allures de précurseur de Destination Finale. Retour au récit cadre, qui se termine quand la porte de l'ascenseur s'ouvre sur un cimetière, tandis que le club devient un mausolée, et que ses 5 occupants réalisent que leur cauchemar était en fait les circonstances de leur mort, et que leur punition pour leur crime est de se les raconter chaque soir.
Korede Owarida, on a donc droit à 5 sketchs assez variés dans leur genre, avec d'abord une histoire de vampire, un thriller psychologique matiné de comédie, une histoire de meurtre suivie d'une vengeance surnaturelle, une histoire d'arnaque qui tourne mal, à la sauce slapstick, et une histoire de vengeance vaudou se terminant façon arroseur arrosé. Dans l'ensemble, ces histoires sont fidèlement adaptées des récits d'origine, même si certains ajouts occasionnent des soucis logiques. Quant au récit cadre, faire un film à sketch où des personnages se racontent leurs cauchemars est une excellente idée, et ça rend la conclusion plus surprenante que celle de Tales from the Crypt, alors que c'est finalement la même. A noter que certains pensent qu'il existe une fin alternative où on voit les héros se changer en zombies avant de regagner leur tombe. Mais la seule trace existante est ce qui semble être une photo promotionnelle, donc rien n'indique que la scène a réellement été tournée. Bref, The Vault of Horror est à la hauteur de Tales from the Crypt, et les deux films sont des indispensables pour les amateurs d'anthologie horrifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne, et éventuellement à la soutenir par un don sur mon compte Tipeee, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les critiques de bande dessinée sur Casse Critique, et mes critiques de séries sur Tokuona, où je viens d'ajouter un dossier sur UFO Robot Grindizer, plus connu chez nous sous le titre de Goldorak, une œuvre culte pour tous ceux de ma génération. Ciao! Ça.